éviter toute distraction. Dans toutes les présentations, dans tous les séminaires qu'on a eus, les informations les plus émotionnelles viendront de ce panel-ci. Beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours les histoires des mères porteuses jusqu'à ce qu'on les entende. Et on a deux femmes, deux mères qui sont là ici aujourd'hui avec nous. On a Arthur Pace et Baptiste, son mari. Vous voyez leur enfant qui court un peu partout. Ils sont les parents d'une fille qui a 10 mois, issue de la GPA. Ils vivent aux Pays-Bas. Oh non, en France. En France, apparemment. Petit déménagement dernière minute. Stacy Ash, mère porteuse. Elle a eu 3 fois des jumeaux, notamment pour Marc et pour Joris, son mari aux Pays-Bas. Ah voilà, je savais qu'il y avait bien quelqu'un qui habitait aux Pays-Bas. Donc Marc et Joris ont eu des jumeaux issus de GPA. Ils font partie de l'organisation Mère de West. Et ensuite, il y a Colleen Iverson, maman de 3 enfants. Elle a eu 2 GPA aussi. Fait 2 GPA. Et Arthur, si ça vous va, je vais vous demander de parler pendant quelques minutes, parler de votre histoire. Et ensuite, on aura une petite une petite séance de questions-réponses. D'abord l'audience. Voilà, Arthur Pace. On commence avec Arthur. D'abord, je tiens à remercier Men Having Babies pour l'organisation de cet événement. C'est vraiment fantastique de voir beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Il est important d'organiser ces événements. Merci d'avoir rassemblé vraiment autant de personnes. Merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir rassemblé des experts médicaux, juridiques, légaux, etc. Je tiens à remercier aussi les 2 interprètes qui traduisent tous nos propos. Ce n'est pas simple. Je tiens aussi à remercier tous les volontaires qui ont travaillé à l'organisation de cet événement, un événement de qualité. Donc je tenais à remercier tout le monde. Merci. Comme on l'a dit, je suis le fier papa d'une jeune fille issue d'une GPA. Je suis hollandais. Je vis à Paris, d'où la petite incompréhension. Je vis avec mon mari. On a commencé à envisager la GPA en 2009. On a envisagé plusieurs options, la GPA, l'adoption aussi, la coparentalité. Chaque option a ses avantages, ses inconvénients. Au final, on a décidé de s'orienter vers la GPA. L'adoption, à ce moment-là, c'était assez difficile parce que en France, le mariage homosexuel n'avait pas été autorisé. Depuis, c'est le cas. Mais à l'époque, l'adoption était difficile. Il fallait qu'un des papas adopte, mais ça ne correspondait pas à nos besoins. Ensuite, trouver des coparents, ce n'était pas facile à faire. Je crois que je ne suis pas approprié pour être coparent. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous orienter vers la GPA. Je suis hollandais et en Hollande, la GPA est autorisée si certains critères sont respectés. Et en réalité, il est difficile de trouver une mère porteuse aux Pays-Bas. On a essayé pendant 2 ans. On n'a pas pu trouver quelqu'un. Et nous avons donc décidé de passer au plan B. Le plan B, c'était de le faire aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a peut-être eu un peu de chance, mais on a réussi à trouver une agence. Et ensuite, l'agence a trouvé une donneuse d'ovules, une mère porteuse aussi. Puis on a trouvé une clinique et tout a très bien fonctionné. On a eu peut-être un peu de chance. Peut-être que Stacy pourra
à donner son point de vue sur la GPA. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi les mères porteuses font ce qu'elles font. J'ai l'impression que parfois elles sont un peu folles, parce que porter les enfants de quelqu'un d'autre, c'est vraiment beaucoup de travail. Pour les donneuses d'ovocytes aussi, c'est une procédure médicale peu confortable. Mais peu importe qu'il soit fou ou pas, du moment que ça puisse se faire, ça me rend très heureux. Je tiens à les remercier. Que dire d'autre? C'est une procédure difficile, procédure qui coûte aussi. Néanmoins, je pense que si vous voulez vous lancer dans cette aventure parentale, faites-le. Les agences vous parleront et les cliniques vous parleront de taux de succès très élevés, mais on n'est jamais certain. Vous savez, il n'y a pas de certitude. On a eu de la chance. En fait, on n'a pas eu un essai. Il y a eu 2 essais. Le deuxième transfert a été fructueux et être parent, c'est quelque chose de fantastique, je peux vous le dire. Pour tous les futurs parents, ici dans l'audience, je tiens à vous dire que si vous avez la possibilité de devenir parent, faites-le. C'est fantastique. Voilà. Merci Arthur. Nous allons maintenant écouter Stacy. Stacy, parlez-nous s'il vous plaît de votre expérience. Et parlez dans le micro pour les interprètes. Merci. Je viens de Caroline du Sud, des États-Unis. J'ai 2 enfants biologiques moi-même et j'ai adopté une fille chinoise. Et j'ai été mère porteuse pour 3 couples. À chaque fois, c'était pour des jumeaux. Les 2 premiers, c'était des couples hétérosexuels américains. Et ensuite, Marc et Joris, c'était pour la 3e fois. C'est vraiment une expérience incroyable. Et oui, peut-être que je me considère un peu folle à certains égards, parce que oui, c'est quelque chose de différent et on me demande comment laissez-vous partir votre enfant. C'était une expérience vraiment très différente par rapport à mes grossesses avec mes enfants. J'ai jamais eu l'impression d'abandonner mes enfants parce qu'en fait, ce n'étaient pas mes enfants. Néanmoins, c'était une expérience fantastique de suivre tous ces processus et j'ai des relations différentes avec tous les couples. Je suis sans doute plus proche avec Marc et Joris qu'avec les autres couples d'amis. Et c'est assez paradoxal parce qu'ils sont plus loin que les autres couples américains. Mais ça a été une aventure fantastique, incroyable. Et c'est comme si on avait une famille étendue. Je ne les considère pas comme mes enfants, mais c'est fantastique de pouvoir continuer à les voir, d'apprendre à les connaître au fur et à mesure de leur développement. J'ai travaillé avec d'autres couples aussi. Les expériences étaient différentes. Il y a un couple qui m'envoie une carte pour Noël chaque année. C'est le seul type de communication que l'on a, mais avec Marc et Joris, les choses sont différentes. Et j'ai aussi eu la possibilité de venir aussi. C'est incroyable. Maintenant, je ne peux plus porter d'enfants parce que mon corps a dit stop. Et sinon, si je pouvais le faire, je le ferais 10 fois. C'est vraiment une expérience incroyable. Je sais que parfois, c'est polémique, très controversé. Aux États-Unis, c'est différent. Parfois, on ne comprend pas les mères porteuses qui décident de faire ça, mais c'est plus accepté. Et j'ai toujours eu des réactions positives par rapport à cette expérience-là. Et c'est assez surprenant parce que je vis dans le sud, et vous savez, dans le sud des États-Unis, les gens sont très conservateurs, et je m'attendais à avoir des avis négatifs, des critiques, mais ce n'a pas été le cas. J'ai eu beaucoup de soutien, notamment de la part de ma famille. Ma famille adore Marc et Joris. Ils étaient très heureux que je vienne ici. Ils me posent toujours des questions sur les enfants que j'ai portés. J'ai vraiment pu bénéficier du soutien de ma famille et ça, c'est fantastique. Et mes enfants qui ont 11 ans et 8 ans, et ensuite, ma fille adoptée a 4 ans et elle pense que c'est vraiment quelque chose de super. À l'époque, c'était en 2008 que j'ai commencé à être mère porteuse. Et pour eux, c'était quelque chose de normal. Voilà, quelqu'un ne peut pas avoir d'enfants, alors quelqu'un a les enfants pour eux. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose de totalement normal. Et je pense que ça les a vraiment aidés à être plus ouverts d'esprit.
Il en va de même pour l'adoption de ma fille. Et ça a ouvert leur esprit et je peux vous dire que ça a été une expérience fantastique pour mes enfants aussi. Ils ont pu voir qu'il y avait des façons différentes de fonder une famille et ça a été une bonne chose pour nous tous. Voilà, une expérience à nouveau fantastique. Voir des parents prendre leur bébé dans leurs bras pour la première fois. Et ici, je les revois quelques mois plus tard, je vois leur développement, je vois qu'ils sont heureux. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de passer par ces grossesses, par les chevilles qui gonflent, etc. Ça vaut vraiment le coup. Et oui, peut-être qu'on est un peu dingue, on est peut-être un peu fou, folle plutôt, mais je n'oublierai jamais le premier couple pour qui j'ai été mère porteuse. Ils avaient euh, une fille, leur première fille, mais elle était prématurée. Ils ne pouvaient pas l'obtenir dans leurs bras, elle était trop prématurée. Mais lorsque j'ai eu les jumeaux, je leur ai dit, vous pouvez les prendre dans vos bras. Parce que la première fois avec leur fille, ils ne pouvaient pas prendre leur fille dans leurs bras. Et c'était incroyable de voir leur visage. Et ils ont éclaté en sanglots. Et moi aussi, je pleurais. C'était vraiment incroyable de les voir prendre dans leurs bras leurs enfants, leurs jumeaux. Et c'est pourquoi j'ai su que j'allais le refaire. Parce que vous vous sentez vraiment bien quand vous faites ça. Et beaucoup de personnes me disent, j'arrive pas à croire que vous fassiez ça pour quelqu'un d'autre, mais j'en ai retiré tellement, vous savez. C'est vraiment génial. Et j'ai désormais des amis à travers le monde et pour les deux parties, c'est une expérience incroyable. J'ai décidé d'être mère porteuse parce que j'avais déjà 2 enfants biologiques, j'ai eu des grossesses très faciles. Et imaginez que quelqu'un ne puisse pas avoir d'enfants, c'est vraiment terrible pour moi parce qu'avoir des enfants, c'était une priorité. C'était donc quelque chose que je pouvais faire pour aider quelqu'un d'autre à avoir ce que moi j'avais. Ça a été vraiment fantastique de pouvoir faire ça pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Stacy. Je crois que tu es l'exemple de ce que certaines personnes ne comprennent pas. Tu es vraiment très généreuse. Marc, du point de vue des futurs parents, comment a été votre processus, votre GPA? Moi, je viens d'Hollande et mon anglais n'est pas aussi bon que celui de mes copanélistes. Donc, j'ai pris quelques notes sur mon iPad. Premièrement, je veux dire que Stacy est fantastique. J'ai failli éclater en sanglots juste en l'écoutant. Aux Pays-Bas, il est de plus en plus accepté que les hommes homosexuels peuvent avoir des enfants. C'est très souvent fait à travers la coparentalité. Yoris et moi avons donc commencé par explorer l'option de la coparentalité, parce que c'est la pratique la plus courante pour les hommes gays. Nous avons rencontré une jeune femme qui avait une trentaine d'années. Elle était hétérosexuelle. Nous l'avons rencontrée, nous avons commencé à la connaître au bout d'1 an parce qu'on finit par former une famille. Et au bout d'1 année, elle a décidé d'aller à un bar et elle est tombée enceinte là-bas et c'était la fin de l'histoire. C'était très difficile pour nous. Entre-temps, nous avons essayé l'option de l'adoption. Au bout de 2 ans, nous avons obtenu le type de permis qu'il faut pour pouvoir devenir un parent adoptif. Mais après l'obtention de ce permis aux Pays-Bas, il faut attendre presque 6 ans pour recevoir l'enfant. Et cela dépendra du type de difficultés que l'on peut supporter. Il y a donc une liste de toutes les difficultés particulières que l'on dit que l'on peut accepter chez l'enfant en disant oui ou non. Et après cette liste, nous voyons, quand on nous l'a donnée, nous voyons que nous ne pouvions pas dire oui à tout.
généralement, vous allez vous retrouver avec un enfant qui aura deux difficultés particulières et qui aura 2 ans. Nous voulions un bébé. Après cela, nous avons donc cherché sur Internet d'autres possibilités. Nous avions toujours pensé que la GPA n'était pas quelque chose pour nous, parce que nous ne pouvions pas imaginer que quelqu'un puisse nous donner leur bébé. Mais sur Internet, nous avons vu qu'aux États-Unis, il y avait une donneuse d'ovocytes et une mère porteuse, et que c'était 2 femmes différentes. Voilà, c'est mon fils. Et nous nous sommes donc dit que cela pourrait être possible. Oui, une femme pourrait donner ses ovocytes parce que, par exemple, en Hollande, il y a beaucoup de personnes qui donnent du sperme. Pour les ovocytes, c'est plus difficile, mais j'imagine que oui, c'est faisable. Et porter un enfant, je me suis dit que oui, que peut-être que quelqu'un voudrait bien le faire. Après cela, nous avons signé un contrat. À l'époque, il n'y avait pas de grandes conférences telles que celle-ci. Je connaissais 2 agences, Circle, entre autres. Et nous avons commencé à travailler avec eux. Et nous avons rencontré notre première mère porteuse. Les choses ne se sont pas bien passées. Avec 3 tentatives, elle n'est pas tombée enceinte. Il était difficile après de prendre une décision quant à la suite. Parce qu'à chaque fois, on dépense de l'argent. Au bout de 3 fois, nous avons donc pris la décision de changer de mère porteuse. C'était une décision difficile à prendre parce que nous avions développé une relation très proche avec cette femme. Mais ensuite, nous avons rencontré Stacy et les choses se sont bien passées depuis le départ. Nous avons également changé d'embryon, de donneuse d'ovocytes, parce que notre nouvelle clinique disait que ces embryons n'étaient pas très bons. Nous avons donc tout recommencé. C'était donc notre deuxième tentative. Notre deuxième GPA. La première fois, nous avons eu Lola Flint. La deuxième fois, nous avons rencontré Stacy lorsque nous étions là au cours de nos vacances. Je crois qu'au bout de 2-3 mois, nous sommes retournés pour faire les embryons et les transferts. Et au bout de... Après, pour l'échographie de 20 semaines, nous sommes également retournés. C'est là que nous avons vu... Nous pouvions voir si c'était un garçon ou une fille. Stacy et son mari étaient endormis. C'était beaucoup plus enthousiasmant pour nous que pour vous, je pense. Et ensuite, bien sûr, nous sommes retournés pour l'accouchement. Qu'est-ce que nous avons appris, puisque nous l'avons fait 2 fois, en fin de compte? Nous avons appris que pour réduire les coûts, il fallait trouver une clinique qui soit proche du lieu de résidence de la mère porteuse, près de chez Stacy. La première fois, c'était différent. La mère porteuse était en Californie et la clinique près de Boston. Donc il faut payer les déplacements, les frais d'hôtel pour la mère porteuse. Également la supervision de ses enfants, la crèche si elle a des enfants. Il faut également la dédommager pour les jours qu'elle passe sur place, pour la nourriture, etc. Donc c'est beaucoup moins cher lorsque la clinique est à côté et c'est beaucoup plus facile pour la mère porteuse. Elle était très heureuse que nous ayons choisi une clinique proche de chez elle parce que sinon il faut beaucoup voyager et passer du temps loin de ses enfants. Au sujet des donneuses, aux Pays-Bas, il est tout à fait commun pour les donneurs de sperme qu'ils soient connus. Cela est prévu par la loi. Donc pour nous, il était également important de faire en sorte que si
nos enfants voulaient rencontrer leur mère biologique, qu'ils en aient la possibilité. C'est donc quelque chose que nous avons inclus dans le contrat, malgré le fait que cela ne soit pas commun aux Pays-Bas. Si après 16 ans, Lola et Flint veulent rencontrer la donneuse, ils en auront la possibilité. Ce n'est pas une obligation, mais la possibilité existe. Nous pensons qu'il est important qu'ils puissent faire ce choix. Il est important de pouvoir connaître ses racines. Merci, merci beaucoup. Ensuite, Colleen Everson va prendre la parole. Elle a été porteuse 2 fois et elle a une perspective particulière ici parce qu'elle a travaillé auprès d'une clinique de fertilité. Et j'allais poser la question, est-ce que vous pourriez, d'après votre expérience, répondre à certaines des inquiétudes qui existent en Europe, je pense, par rapport au traitement des mères porteuses? Et qu'est-ce qu'il existe pour les soutenir? Et quelle a été votre expérience personnelle? Oui. Je vais aussi utiliser mes notes. J'espère que cela ne posera pas de problème. Je m'appelle Colleen Everson. Je travaille en tant que coordinatrice GPA pour City Fertility et je suis la mère fière de 3 enfants magnifiques et j'ai 2 fois été mère porteuse. Je me pose souvent la question de savoir comment j'ai pris cette décision. J'ai travaillé dans le domaine de la fertilité pendant plus de 20 ans. Donc, j'ai commencé ce processus en connaissant tout ce qu'il en retournait. Très bien. C'est le cas pour la plupart des porteuses que je rencontre. Nous partageons quelque chose et c'est que nous connaissons quelqu'un dans notre famille ou un ami qui ne peut pas avoir un enfant. Pour moi, il s'agissait simplement de patients de City Fertility. Sam et Mark étaient les parents de la fille des filles auxquelles j'ai mis au jour en 2009 et en 2011. En tant que coordinatrice, j'avais développé une amitié avec les personnes que nous aidions à City Fertility. Sam et Mark avaient déjà fait une tentative qui n'avait pas eu de succès et moi, je venais de donner naissance à ma fille. Je savais que c'était un processus que je pouvais réaliser de manière efficace et que ma famille était complète. J'étais au bon moment de ma vie, donc les décisions sont arrivées facilement. Avant de faire cette décision, j'ai appelé mon mari. Il faut dire qu'il était choqué. Il pensait que j'étais folle, puisque je n'en avais jamais parlé. Une fois qu'il a compris que c'était sérieux, nous avions compris qu'il fallait prendre cette décision ensemble. Grâce à mon travail, je savais très bien ce qui allait se passer et j'avais vu la dynamique qui existait entre les mères porteuses et les futurs parents. Mais lui ne connaissait pas cela. J'ai imprimé beaucoup d'informations pour lui. J'ai imprimé un contrat type. Et après qu'il l'ait lu, il a dit « Allons-y ». Je parle de tout cela parce que je veux vous dire qu'il ne s'agit pas que d'une décision personnelle. C'est une décision familiale. Au moment de ma première GPA, mes enfants étaient très jeunes. Les plus âgés avaient 3 et 7 ans et mon enfant la plus jeune avait 6 mois. Le processus s'est bien passé comme avec mes propres enfants. Et j'ai fait de mon mieux pour informer les parents autant que possible sur toutes les visites médicales, chaque coup de pied que donnait le bébé, pour qu'ils se sentent intégrés dans le processus. Le jour de l'accouchement, ils étaient là et ils ont pu donner la bienvenue à leur fille. Le fait d'avoir pu voir leur visage est quelque chose qui n'a jamais quitté ma mémoire. Nous avons commencé notre deuxième GPA dans l'année. C'est quelque chose qui a duré un petit peu plus longtemps que pour la première fois, mais nous avons persévéré et enfin, je suis tombée enceinte. La grossesse s'est bien passée jusqu'à ce que le bébé décide d'apparaître pendant le spectacle de danse de mon fils, chose qu'il ne m'a toujours pas pardonnée. Et encore une fois, comme pour la première fois, le moment où ce bébé était enfin dans les bras de ses parents, a fait en sorte que l'expérience était parfaite. C'était un moment parfait et que ça a valu la peine.
pour moi, c'était simple. J'ai expliqué que j'allais avoir le bébé parce que moi, je faisais très bien des bébés. C'est comme ça que j'expliquais ça. Et ensuite, j'allais aller à l'hôpital et donner le bébé à Sam Mark. Et mes enfants m'appellent encore une faiseuse de bébés. Je n'ai pas fait ça pour des raisons financières, mais parce que je porte très bien les enfants et je voulais aider ce couple. On ne m'a pas dédommagé la première fois. Pendant la deuxième GPA, nous avons beaucoup parlé d'indemnisation avec les parents. Pour eux, il s'agissait de montrer leur appréciation du fait que nous avons aidé à devenir parents et que cela leur permettrait de contrôler l'aspect financier. Donc nous nous sommes mis d'accord et nous avons inclus cela. Je crois qu'il y a une erreur de perception, à savoir que les mères porteuses risquent de décider de garder l'enfant. Mais il n'en est absolument rien. Je n'étais pas attaché émotionnellement au bébé. Pour décrire le sentiment, j'ai dit que je les aime et je veux le mieux pour eux, mais je les perçois comme les enfants de mes meilleurs amis. Je ne voudrais pas garder quelqu'un qui n'a jamais été à moi. Pour moi, c'était un parcours de 9 mois. Sam et Mark vivent à 8 heures de chez moi, mais nous échangeons des messages et nous sommes même partis en vacances ensemble. Et les filles parlent de moi en tant que tante Colline. Donc, mes GPA ont fait partie des meilleurs moments de ma vie avec mon mariage et la naissance de mes enfants. J'ai aimé être mère porteuse et pour moi, il s'agit d'un honneur parce que j'ai su que j'ai pu changer la vie d'une famille. C'est quelque chose qui m'a rempli de bonheur. Et je vous souhaite le meilleur dans votre propre aventure pour devenir parent. I feel very much like Mark. Je dois dire que je ressens des choses très similaires. J'ai souvent participé à des panels tels que ceci et à chaque fois, je m'émeus lorsque j'entends cette histoire. Merci beaucoup d'être venu. Je voudrais maintenant laisser la parole au public pour qu'il puisse poser des questions, mais je voudrais d'abord poser une question que nous nous posons certainement. Stacy Colline. Quels sont vos critères? Qu'est-ce que vous cherchez en des parents, des futurs parents? Qu'est-ce qui vous guide lorsque vous avez une première conversation avec eux? Moi, je pense que c'était quelque chose d'immatériel, une connexion innée. On se rencontre la première fois et on sait qu'on va être amis. On sait qu'on se sent bien et le fait de pouvoir communiquer avec eux est quelque chose de très important. Parce qu'il s'agit de quelque chose de si personnel, de si intime que la capacité de communiquer est très importante. Mais je dois dire que j'avais le sentiment que c'était la chose à faire. Ce qui s'est passé avec les 3 couples, c'est que j'avais la sensation que leur relation entre eux était très forte. Et évidemment, ce n'est pas moi qui suis la mère de ces enfants, mais je veux qu'ils grandissent dans un bon environnement, un environnement sain et heureux. Donc c'était important pour moi de voir que leur relation était forte et qu'ils allaient permettre donner une bonne vie à ces enfants. Pour moi, pour mon couple, je voyais à quel point ils voulaient avoir un enfant. Et je dois dire que j'avais déjà une connexion, une relation qui existait avec eux. Et lorsque l'on le sait, on le sait. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Est-ce que l'une d'entre vous a eu la sensation à un moment que vous n'étiez pas soutenu ou qu'il manquait quelque chose? Que vous manquiez de quelque chose? J'imagine que vous êtes passé par une agence. Est-ce que vous étiez soutenu par l'agence? Est-ce que vous aviez l'impression d'être comprise? Est-ce que vous avez compris le processus? Est-ce qu'on vous l'a bien expliqué? Oui. Mon agence m'écrivait et m'appelait au moins une fois par mois. On répondait toujours à mes questions. Ils voulaient être certains
que émotionnellement parlant, j'allais bien. J'étais avec la même agence les 3 fois. La 3e fois, il n'y avait pas autant d'appels et pas autant d'emails. J'imagine parce qu'ils savaient que je savais ce que je faisais et que les choses se passaient bien. Mais il faut dire qu'ils ont très bien tout expliqué. Ils ont dit voilà comment les choses vont se passer, voilà comment on va rédiger les contrats. Ils ont très bien expliqué les choses. Ils voulaient être certains que je comprenne tout et que je sois d'accord avec tout. Je ne me suis jamais senti à un moment sans soutien. J'ai beaucoup aimé le confort que permet d'avoir une agence. Je sais qu'il y a eu des vérifications personnelles. Il y a des conversations qui sont parfois difficiles directement entre les futurs parents et la porteuse. Donc, eux ont été médiateurs parce qu'il y a des conversations qui peuvent être très difficiles. Il y a certaines choses dont il faut parler. En ce qui concerne les grossesses et les indemnisations, eux s'en ont occupé pour que nous puissions nous concentrer sur notre relation. C'est quelque chose que l'on apprécie tout particulièrement parce que ça nous permet de simplement d'établir une amitié, ce qui rend le tout bien, ce qui améliore le tout, qui rend le tout bien meilleur. Et vous étiez représenté par un avocat, oui. Oui. Colin, est-ce que vous avez eu le même sentiment? Ma situation est un petit peu différente parce que nous avons eu un arrangement indépendant, étant donné que notre relation existait avant. Nous avons été représentés par des avocats, évidemment. Mais nous avons pu gérer des situations difficiles grâce à la relation qui existait entre nous. Et à ce niveau-là, je crois que nous avons eu beaucoup de chance. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que les agences mettent à disposition ce soutien dont vous avez besoin dans les situations difficiles. Je vais maintenant laisser la parole pour que vous posiez des questions, mais d'abord, je voudrais remercier aux journalistes qui sont venus. J'espère que vous aurez appris quelque chose de nouveau et j'espère que vous pourrez expliquer cette histoire d'après un nouveau point de vue. La partie presse du séminaire est maintenant fermée. Si vous voulez bien, vous pourrez aller maintenant à l'extérieur. Si vous voulez faire des entretiens, je vous invite maintenant à quitter la salle. Il y aura quelqu'un à l'extérieur qui va vous faire passer à la prochaine partie où vous pourrez parler directement aux gens. Maintenant, avant de passer aux questions, j'ai une question supplémentaire pour Colin et Stacy. Je suis désolé de monopoliser le micro. Comment est-ce que vos époux ont vécu les GPA? Quelles ont été les relations entre eux et les familles? Je l'ai dit, mon mari pensait que j'étais folle, mais il m'a soutenu tout du long, ce qui a été fondamental pour moi. Il s'est occupé de mes enfants pendant que j'étais chez le médecin. J'ai dû passer 2 semaines à l'hôpital. Repos. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait s'occuper de mes enfants et mon mari était là et il s'en est occupé. Je crois que mes parents sont d'accord pour dire que mon mari a joué un rôle tout aussi important dans notre GPA que toutes les autres personnes impliquées. Au début, je considérais la donation d'ovocytes avant la naissance de mon 2e fils. Et vous aurez certainement fait la recherche sur Internet. Généralement, tout va ensemble, la GPA, le don d'ovocytes. Après, je suis tombée enceinte de mon fils de 8 ans. Et après cela, je me suis dit que j'avais une connexion avec mes ovules et je ne voulais pas vraiment les donner. Et je me suis dit, j'ai eu de si bonnes grossesses, peut-être que je pourrais être mère porteuse. J'en ai parlé à mon mari qui s'est d'abord dit, je pense que c'était quelque chose que j'allais oublier, que c'était une idée un petit peu folle et que j'allais finir par passer à autre chose et que je n'allais pas le faire. Mais c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Et j'avais la sensation que c'est quelque chose que je voulais faire, que j'avais besoin de faire.
Et lorsqu'il s'est rendu compte que je restais ferme, là, il m'a soutenu. Je me souviens, lorsque j'étais en train de commencer à accoucher, lui a appelé les parents en leur disant « Voilà où nous en sommes, voilà ce qui se passe ». Parce que généralement, c'est un moment où il est difficile de parler soi-même au téléphone. Comme Colin l'a dit, lui s'est occupé des enfants, il était là pour les échographies et je n'aurais pas pu faire tout cela sans lui. Parce que nous sommes mariés. Il est ma moitié. Et c'était donc très important de pouvoir disposer de son soutien parce que, après tout, c'est quelque chose qui nous affecte tous, même mes enfants. Lorsque l'on va à ces visites médicales, cela prend du temps, cela prend de l'énergie. Et à la fin de la grossesse, j'avais des jumeaux à chaque fois. On ne peut pas se déplacer aussi facilement. Donc tout le monde a participé, tout le monde m'a soutenu et j'ai eu beaucoup de chance que cela ne lui pose pas de problème. Et à vrai dire, j'ai eu un interview avec un journal la semaine dernière et lui a répondu à des questions et je lisais ce qu'il a répondu. Il a dit qu'il savait après la première fois, en voyant mon visage, lorsque je voyais le visage des parents, que je recommencerais autant que possible. Donc lui, il m'a soutenu. Je crois qu'il a été relativement nerveux parce qu'il y a évidemment un risque médical associé. J'ai passé 2 week-ends à l'hôpital avec ma dernière grossesse. Et il faut dire que j'en avais un peu assez à la fin. Je n'allais pas très bien et à ce moment-là, il était un petit peu inquiet. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit que je ne recommencerai pas. Et je dois dire que quelque part, ça le rassure parce que oui, il était un petit peu inquiet. Mais je dois dire que je n'aurais pas pu le faire s'il n'était pas tout à fait d'accord. Et il faut le dire que nous avons des sauts d'humeur et ils doivent gérer tout cela, supporter tout cela, les envies soudaines que l'on peut avoir. Donc c'est important, oui. C'est quelque chose dont on ne parle pas toujours avec la GPA. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Oui. Je vais répéter la question si vous parlez en anglais. La question est donc, quelles sont les caractéristiques clés qu'il faut chercher pour une mère porteuse lorsque l'on fait cela de manière indépendante? C'est-à-dire si on ne passe pas par une agence, donc. Il faut trouver quelqu'un qui a eu des grossesses qui se sont passées sans problème, généralement quelqu'un qui a moins de 40 ans, et quelqu'un qui le fait pour les bonnes raisons. Et ça, c'est très difficile à établir. Si l'on passe par une GPA indépendante, il faut vraiment connaître la personne qui va porter votre enfant. Oui, encore une question. À vrai dire, nous avons un petit peu changé l'ordre du jour parce que nous voulons avoir les premières introductions de nos sponsors Gold et Platine qui vont être dans la salle des experts. Vous allez pouvoir y aller dans un instant. Dernière question. So the question was, La question était donc, y a-t-il des différences du point de vue émotionnel au moment d'avoir vos propres enfants par rapport aux enfants de la GPA? Oui, tout à fait différent.
Lorsque j'ai eu mes propres enfants, j'y pensais tout le temps. Chaque instant. Je voulais décorer les chambres des bébés, acheter des vêtements pour les bébés, me préparer, etc. Lorsque j'ai eu mes autres grossesses, depuis le départ, il y a eu une séparation entre mon corps et mon esprit. Physiquement parlant, j'étais grossesse et je faisais tout ce qu'il fallait, mais je n'y pensais pas tout le temps. Et lorsque j'y pensais, je me disais « Ah oui, c'est vrai, je porte ces bébés ». Mais il n'y avait pas de connexion émotionnelle. Comme Colin l'a dit, c'est comme les enfants de mes meilleurs amis. C'est comme mes nièces et mes neveux. Je les aime, mais pas comme une femme. Parce que j'ai tellement d'amour intense avec mes enfants. Eux, je les aime et je leur souhaite tout de bon dans leur vie. Et je veux passer du temps avec eux, mais ce ne sont pas mes enfants. Ils n'ont jamais été mes enfants et c'est important. Il faut le savoir dès le départ. Ce ne sont pas vos enfants. Vous les portez juste jusqu'à ce qu'ils soient donnés à leurs parents. Et il y a des gens qui me disent « Ah, je ne pourrais jamais faire ça ». Et dans ce cas-là, ils ne devraient pas le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout un chacun, ou plutôt de n'importe quelle femme. Parce qu'il y a des personnes qui n'arriveraient pas à établir cette séparation. C'est ça qui est l'élément central ici. Il faut pouvoir se dire, oui, je porte juste ces enfants jusqu'à ce que je puisse les donner à les enfants. Et je n'ai jamais senti un amour de mère pour eux. Please give a round of applause. Applaudissements à Arthur, Mark, Stacy, Colin pour leur histoire.